Après que j'ai refusé de rembourser l'hypothèque de mes parents, ils ont raconté à toute la famille que j'avais volé l'argent de grand-père. À Thanksgiving, papa s'est levé et a annoncé « Notre fille est une voleuse, nous en avons la preuve ». Puis il m'a remis une assignation à comparaître. J'ai souri, j'ai sorti ma propre enveloppe et j'ai dit « C'est drôle, moi aussi. Notre fille est une voleuse, et nous avons des preuves. » C'est ce que mon père a dit, debout à la tête de la table de Thanksgiving, devant 30 proches, tenant une enveloppe blanche comme si c'était un verdict qu'il avait répété pendant des semaines. Il l'a fait glisser sur la table jusqu'à moi, une assignation à comparaître, chaque œil dans cette salle à manger fixé sur mon visage. Ma mère pleurait déjà, son arme préférée, chargée et prête. J'ai regardé l'enveloppe. Puis j'ai regardé mon père et j'ai souri. Parce que 4 mois plus tôt, j'avais engagé quelqu'un dont le seul travail était de tracer la disparition de l'argent. Et ce qu'ils ont trouvé n'a pas seulement blanchi mon nom. Cela a fait voler en éclats un mensonge que mes parents construisaient depuis le jour de la mort de mon grand-père. Avant de continuer, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous connectez réellement à cette histoire. Indiquez votre emplacement et l'heure locale dans les commentaires. Je suis Walia. J'ai 32 ans, et je suis infirmière diplômée d'une petite ville de Géorgie. Maintenant, laissez-moi vous ramener 8 mois en arrière, à la semaine où mon grand-père, Earl Palmer, a été enterré. Mon grand-père, Earl Palmer, est décédé un mardi de mars. Il avait 84 ans. Pneumonie, ont-ils dit, rapide, à la fin. J'ai conduit 3 heures depuis mon appartement jusqu'au salon funéraire de Dawson, Géorgie. Population 4000, à peu près. Le genre de ville où tout le monde connaît votre nom de jeune fille et votre code de crédit. J'y ai grandi. Mon grand-père m'a élevé la moitié du temps. Il m'a appris à lire assis sur son porche, m'a emmené pêcher chaque été au lac Blackshear jusqu'à mes 15 ans, quand je pensais être trop cool pour ça. Quand j'ai été accepté à l'école d'infirmière, il m'a envoyé une carte avec un chèque de $50. La ligne de mémo disait « Fier de toi, Ophi ». Mais les 3 dernières années de sa vie, je l'ai à peine entendu. J'appelais, il ne répondait pas. J'envoyais des lettres, des cartes d'anniversaire, des photos du travail, une carte de Noël chaque décembre. Rien ne revenait. Aucune réponse, aucun courrier retourné non plus, juste le silence. Je me disais qu'il vieillissait, peut-être qu'il était confus, peut-être en colère à cause de quelque chose que je ne pouvais pas me rappeler avoir fait. Aux funérailles, mon père, Gérald, se tenait devant la chapelle et a prononcé un éloge qui aurait pu remporter un prix. Des larmes aux yeux, la voix brisée au bon moment. Mon père était le plus grand homme que j'ai jamais connu, a-t-il dit, agrippant le pupitre. J'étais assise au 3e rang. Personne ne m'a demandé de m'asseoir plus près. Après le service, Gérald nous a rassemblés dans le couloir de l'église. Moi, mon frère Nolan, quelques cousins. Il a redressé sa cravate et a dit, « Papa m'a tout laissé. La maison, les économies, tout. » C'était sa dernière volonté. Personne ne l'a interrogé. J'ai presque fait de même. Mais quelque chose dans la façon dont il l'a dit, trop doux, trop répété, me dérangeait, comme un chiffre sur un tableau qui ne correspond pas au patient. Laissez-moi remonter 10 ans en arrière. J'avais 22 ans, tout juste sorti de l'école d'infirmière, travaillant mon premier emploi à l'hôpital du comté, des quarts de 12 heures, des prêts étudiants déjà à mes trousses. Je partageais un appartement de 2 chambres avec une autre infirmière et mangeais des burritos surgelés 3 soirs par semaine. Mon père m'a appelé un dimanche soir, m'a dit qu'il avait besoin que je vienne à la maison. Quand je suis arrivé, il était assis à la table de la cuisine avec une pile de papier. Ma mère, Denise, était assise à côté de lui, les yeux déjà rouges. « Nous avons besoin de ton aide, ma chérie », a dit Gérald. « Juste ta signature. La banque a besoin d'un co-emprunteur pour le prêt hypothécaire. C'est temporaire. 6 mois, peut-être moins. Ensuite, je refinance et ton nom est retiré. » Denise a essuyé ses yeux. « On pourrait perdre la maison, Walia. » Alors j'ai signé. 6 mois sont devenus 1 an. 1 an est devenu 5. 5 est devenu 10. Chaque fois que j'en parlais, la conversation se déroulait de la même manière. « Papa, quand est-ce que tu refais le financement ? Mon crédit n'est pas encore là. Tu veux qu'on se retrouve à la rue ? » Et ma mère pleurait à chaque fois, comme une horloge.
Voici ce que cette signature m'a coûté. Je n'ai pas pu obtenir mon propre prêt hypothécaire. Je n'ai pas pu obtenir un prêt automobile sans un taux d'intérêt exorbitant. Ma cote de crédit oscillait entre 580 et 620 parce que Gérald était en retard sur les paiements, parfois 30 jours, parfois 60, et ne me l'a jamais dit. Je l'ai découvert grâce à une alerte de surveillance de crédit à 2 heures du matin, de retard de 60 jours dont je n'avais jamais eu connaissance. Ma cote avait chuté de 40 points du jour au lendemain. Je l'ai appelé le lendemain. Il a dit, les choses étaient serrées. J'ai géré ça. Il a géré ça avec mon nom. 2 semaines après les funérailles, j'ai assis Gérald à sa table de cuisine et je lui ai dit clairement, « Papa, j'ai besoin que mon nom soit retiré de ce prêt hypothécaire cette année. » Pas de larmes, pas de cris, juste un fait. Gérald s'est penché en arrière sur sa chaise. Ce n'est pas le moment, Walia. Je viens d'enterrer mon père. Je sais, et je suis désolé, mais cela fait 10 ans. Sa mâchoire s'est serrée. Tu veux que je refinance maintenant? Avec quel crédit? Tu penses que les banques font la queue pour un retraité de l'assurance de 61 ans? Alors vends la maison, réduis la taille. Je me fiche de la façon, mais j'ai besoin d'être retiré de ce prêt. Il s'est levé si vite que la chaise a raclé le sol. Tu veux parler d'avocat? Tu veux poursuivre tes propres parents? Vas-y, vois ce que ça donne. Je n'avais rien dit d'avocat. Il avait ajouté ça lui-même. Ce soir-là, ma mère a fait 8 appels téléphoniques. Je le sais parce que 4 proches différents m'ont appelé dans les 3 jours. Tante Marlène a envoyé un SMS, tes parents t'ont élevé, et c'est comme ça que tu les rembourses? Honte à toi, Walia. Ma cousine Megan a laissé un message vocal, et j'ai entendu dire que tu menaçais de prendre la maison de tes parents. Qu'est-ce qui se passe? Le cousin de mon père, Danny, a appelé et a dit, la famille ne fait pas ça à la famille. Chacun d'eux avait la même version de l'histoire. La version que Gérald et Denise leur avaient donnée. Walia est ingrate. Walia veut prendre la maison. Walia se retourne contre ses propres parents juste après qu'ils ont perdu Earl. Personne n'a appelé pour demander mon avis. Puis Gérald m'a appelé une dernière fois. Sa voix était plate, froide. Tu crois que tu es la seule à pouvoir jouer à ce jeu? Ton grand-père m'a tout laissé. Et si tu continues à pousser, tout le monde saura ce que tu as vraiment fait avec son argent. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire. Je n'avais pas touché un sou. Mais il était déjà en train de construire l'histoire. Je me suis assise dans ma voiture devant l'hôpital après un quart de nuit de 12 heures, et j'ai fait le calcul au dos d'un reçu de pharmacie. Si Gérald arrêtait complètement de payer le prêt hypothécaire, ce qu'il avait déjà menacé de faire lors de disputes, la banque viendrait nous chercher tous les deux. Saisi. Mon crédit ne baisserait pas seulement, il s'effondrerait en dessous de 5 cents pendant des années. Certains hôpitaux effectuent des vérifications de crédit sur leurs employés. Pas tous, mais certains. Le mien le faisait. Une saisie sur mon dossier pourrait déclencher un examen. Je pourrais perdre mon emploi. La seule chose stable que j'avais. Si je prenais en charge les paiements moi-même pour protéger mon crédit, $1800 par mois sur un salaire d'infirmière en Géorgie rurale. Je serais fauché en moins de 18 mois. Je payais déjà le loyer, les prêts étudiants, l'assurance automobile, l'épicerie. Il n'y avait aucune marge. Et si je ripostais publiquement, Gérald avait déjà empoisonné le puits. Chaque tante, oncle et cousin croyaient que j'étais la fille ingrate essayant de voler la maison de ses parents. Riposter signifiait se battre seul. Puis j'ai consulté le compte hypothécaire en ligne. J'avais toujours accès au login d'il y a des années, quand Gérald m'avait demandé de surveiller les choses. C'est là que je l'ai vu. Une nouvelle ligne, un retrait de fonds propres, $40 000 retirés 3 mois avant la mort de Papy Earl. Gérald n'avait pas seulement gardé mon nom sur le prêt hypothécaire. Il avait utilisé ma cosignature pour emprunter plus d'argent sur la maison sans me le dire, sans mon consentement. $40 000 que je n'ai jamais vus, jamais approuvés, maintenant liés à mon nom. Je suis resté assise là longtemps. Le parking était vide. Le reçu était rempli de chiffres qui ne s'additionnaient pas. Il ne m'a pas seulement piégé. Il est retourné au piège et l'a rendu plus profond. Les rumeurs n'ont pas commencé avec un grand bruit. Elles ont commencé par des murmures. Gérald et Denise ont commencé à dire à la famille,
comme par hasard, comme si c'était de notoriété publique, que j'avais pris de l'argent de la maison de Papy Earl avant sa mort. Elle y est allée seule plusieurs fois vers la fin, a dit Gérald aux gens. Nous avons trouvé le tiroir de la commode vide après. Des milliers de dollars disparus. Il n'y avait aucune preuve. Il n'y en avait pas besoin. Dans une ville comme Dawson, la parole d'un père a du poids. Mon cousin Travis m'a appelé. Et, oncle Gérald a dit que tu avais pris de l'argent de la commode de Papy. Quelques milliers. C'est quoi cette histoire? Ça n'est jamais arrivé, Travis. D'accord, je te dis juste ce qu'il a dit. C'était le modèle. Personne ne m'accusait directement. Ils se contentaient de rapporter ce qu'ils avaient entendu. Et chaque fois que je le niais, je semblais plus défensive, ce qui me faisait paraître plus coupable. À l'église le dimanche suivant, First Baptist, où ma famille allait depuis 30 ans, une femme nommée Madame Gentry m'a regardé directement, puis a tourné le dos et a traversé le hall de la fraternité. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. Au travail, une infirmière de mon unité m'a prise à part. Tout va bien à la maison? J'ai entendu quelque chose de ma voisine à propos de ta famille et de trucs légaux. Ça commençait à fuir dans ma vie professionnelle maintenant. C'est là que j'ai compris. Gérald ne se contentait pas de couvrir ses traces. Il construisait un récit. Si quelqu'un remettait un jour en question l'héritage, il voulait que toute la ville soit déjà prête à croire une chose, Walia est la voleuse. Mais il a glissé. Il a mentionné le tiroir de la commode. Spécifique? Trop spécifique? Comment savait-il que grand-père gardait de l'argent liquide dans un tiroir de commode, à moins qu'il n'ait lui-même été dans ce tiroir? J'ai conduit 45 minutes jusqu'au palais de justice du comté. Pendant mon jour de congé, je me suis garé sur le parking arrière, je suis entré en portant des blouses que je n'avais pas changées parce que j'étais venu directement d'un quart de travail. La greffière du bureau des successions était une femme nommée Diane, avec des lunettes de lecture sur une chaîne à perles. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une copie du dossier de succession d'Earl James Palmer, décédé en mars de cette année. Lien de parenté, m'a-t-elle demandé. Petite fille. Elle n'a pas hésité. Les registres des successions sont publics. N'importe qui peut en faire la demande. Elle a imprimé le dossier et me l'a remis dans une chemise cartonnée. Je me suis assise sur un banc dans le couloir du palais de justice et je l'ai ouverte. Le testament était là, celui que Gérald avait déposé, tapé, notarié, daté 14 mois avant la mort de grand-père. Il disait, je laisse tous les biens immobiliers et personnels à mon fils, Gérald Ray Palmer. Tout, la maison, les comptes d'épargne, tout. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai regardé la signature en bas. Earl James Palmer. J'avais vu l'écriture de mon grand-père des centaines de fois sur des cartes d'anniversaire chaque année, sur la ligne de mémo de chaque chèque de Noël. Sur une note qu'il m'avait laissée dans ma boîte à lunch une fois quand j'avais 9 ans qui disait « Tu es plus intelligente que tu ne le penses, ouah ». Son écriture était tremblante mais spécifique. Le E penchait toujours vers la gauche. Le P avait une longue queue. C'était aussi familier pour moi que la mienne. La signature sur ce testament était proche. Mais ce n'était pas la sienne. Le E était trop droit. Le P trop court. Le tout était trop soigné. Comme quelqu'un essayant très fort de copier quelque chose qu'il n'avait vu que quelques fois. J'ai pris une photo de la signature avec mon téléphone. Mes mains étaient fermes. Je n'étais plus triste. J'étais certaine. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai tapé dans la barre de recherche « Expert comptable près de chez moi ». L'appel est arrivé un mercredi soir. Je mangeais des restes de soupe à mon comptoir de cuisine quand le nom de Gérald s'est allumé sur mon écran. J'ai failli ne pas répondre. Thanksgiving chez Marlène, a-t-il dit. Pas de bonjour. Tu viens. Je vais y réfléchir. Non, tu seras là et tu t'excuseras. J'ai posé ma cuillère. M'excuser de quoi? De ce que tu as volé devant tout le monde. Je n'ai rien volé, papa. Alors ça ne te dérangera pas de le prouver? Une pause, puis, à jeudi. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté dans ma cuisine longtemps, tenant le téléphone contre ma cuisse. La soupe est devenue froide. Je n'y ai plus touché. Gérald ne m'invitait pas à dîner.
Il construisait une salle d'audience. 20 minutes plus tard, ma mère m'a envoyé un SMS. Le message était long. 4 paragraphes de son langage habituel. Des mots comme « guérison » et « clôture » et « en famille ». La dernière ligne disait « Ton père veut juste régler ça en privé. Ne rends pas ça plus grand que ce que ça doit être en privé devant 30 personnes. » J'ai appris plus tard que Gérald avait appelé 10 proches supplémentaires, des gens qui manquaient normalement Thanksgiving. Des cousins éloignés, une grand-tante de Mâcon, la colocataire d'université de Denise. Il voulait que la salle soit pleine. Il voulait des témoins, pas des témoins de la vérité, des témoins de la performance. Je me suis assise sur mon canapé ce soir-là et j'ai fixé le plafond. J'avais un choix. Je pouvais sauter Thanksgiving, rester à la maison, laisser Gérald raconter n'importe quelle histoire à un public qui le croyait déjà, ou je pouvais entrer dans cette pièce et faire face à tout ce qu'il avait préparé. J'ai pensé à mon grand-père, à 3 ans de silence. Ce n'était pas du silence du tout. C'était du sabotage. J'ai envoyé un SMS à Gérald avec un seul mot, « Je viens ». Denise a appelé Nolan le lendemain. Je le sais parce que Nolan m'a appelé 1 heure plus tard, l'air d'un homme debout sur un pont essayant de savoir de quel côté sauter. « Qu'est-ce qui se passe, Walia ? Maman dit que tu as pris de l'argent à grand-père. M'as-tu déjà vu prendre quoi que ce soit, Nolan ? Un temps. Non. T'ai-je déjà parlé de l'argent de grand-père ? Jamais ? Non, mais maman est vraiment en colère. Maman est en colère parce que j'ai demandé à papa de refinancer le prêt hypothécaire. C'est tout. Il est resté silencieux. Nolan avait 28 ans, électricien, vivait à 12 minutes de nos parents. Il m'avait vu porter ce prêt hypothécaire pendant une décennie sans se plaindre. Il savait ce que ça me coûtait. Il n'en avait juste jamais rien dit parce que, dans notre famille, on ne questionnait pas Gérald. On l'absorbait et on passait à autre chose. Ils veulent que je me tienne avec eux à Thanksgiving, a-t-il dit. Maman a dit que la famille devait être unie. Unie contre qui ? Moi. Il n'a pas répondu. Je ne te demande pas de choisir un camp, Nolan. Garde juste les yeux ouverts. Encore du silence, puis doucement, je serai là, mais je ne ferai pas de discours. Je lui ai dit que c'était suffisant. Nous avons raccroché, mais quelque chose m'est resté en tête. La pause avant qu'il ne dise « non », quand je lui ai demandé s'il m'avait vu prendre quoi que ce soit. Ce n'était pas la pause de quelqu'un d'incertain de la réponse. C'était la pause de quelqu'un qui voulait dire quelque chose d'autre, quelque chose de plus lourd, et qui l'a ravalé à la place. Je n'ai pas insisté. Je me suis dit que si Nolan avait quelque chose à me dire, il trouverait le moment. Je ne savais juste pas que le moment avait déjà 2 mois, qu'il était sur son téléphone, enregistré dans une cuisine où il n'était jamais censé être. Linda Marsh avait un bureau au-dessus d'une quincaillerie à Cordelay, 20 minutes au sud de Dawson. Expert comptable judiciaire, 15 ans d'expérience à tracer de l'argent dans les successions, les divorces et les fraudes de petites entreprises. Je l'ai trouvée via une recherche Google à 2 heures du matin et j'ai pris rendez-vous avant de pouvoir me dissuader. Elle était calme, cheveux gris, lunettes de lecture, un bureau couvert de dossiers. Elle n'a pas réagi quand je lui ai raconté l'histoire. Elle a juste pris des notes. 4 mois plus tard, 2 semaines avant Thanksgiving, j'étais de retour dans son bureau. Elle a posé un rapport relié sur le bureau entre nous. La signature sur le testament déposé ne correspond pas, a-t-elle dit. Je l'ai comparé à 17 autres documents vérifiés, déclaration de revenus, carte bancaire, un titre de véhicule de 2014. Ce n'est pas sa main. Vous êtes sûr ? Je suis sûr. Elle a tourné à la section financière. Le compte d'épargne d'Earl contenait 280 000 $ au moment de sa mort. La maison a été évaluée à environ 190 000 $. Valeur totale de la succession, environ 470 000 $. Après la clôture de la succession, Gérald a retiré 350 000 $ en plusieurs transactions. Linda avait tracé chaque dollar. 120 000 $ ont remboursé la dette de carte de crédit personnel de Gérald. 85 000 $ sont allés à un prêt de camion en cours. 60 000 $ ont été transférés sur un compte au nom de Denise. 45 000 $ ont payé un entrepreneur pour des rénovations domiciliaires. 40 000 $ ont été retirés en espèces, introuvables.
J'ai regardé les chiffres. Il a falsifié le testament, ai-je dit, et a pris 350 000 $. Linda a hoché la tête. Voulez-vous que je compile cela dans un rapport formel? Parce qu'une fois que je le ferai, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas annuler. Je n'ai pas hésité. Faites-le. Elle a fermé le dossier. Je l'aurai prêt dans 10 jours. 10 jours. Ce serait 3 jours avant Thanksgiving. 350 000 $. Ce n'était pas du désespoir. C'était un plan. Mon grand-père mentionnait sa sœur Ruth de temps en temps, généralement en passant. Ruth a plus de bon sens que nous tous réunis, disait-il, secouant la tête comme si c'était à la fois un compliment et une plainte. Ruth Palmer, 74 ans, vivait seule dans une maison en planche à Americus, 40 minutes au sud. Elle n'était pas venue à un dîner de famille depuis 9 ans, à cause d'une brouille avec Gérald que personne n'expliquait, et tout le monde acceptait. J'ai trouvé son numéro dans le vieil annuaire de grand-père, que j'avais gardé dans une boîte à chaussures après les funérailles. J'ai appelé un jeudi soir, m'attendant à moitié à ce que la ligne soit déconnectée. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Madame Palmer, c'est Walia, la petite fille d'Earl. Un silence assez long pour que je pense avoir perdu la connexion, puis doucement, Earl m'avait dit que tu appellerais un jour. L'air m'a quitté les poumons. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ton grand-père m'a donné quelque chose, il y a 3 ans. Il m'a dit de le garder en sécurité. Il a dit que si quelque chose tournait mal après sa mort, tu viendrais le chercher. Elle m'a invité chez elle ce samedi. J'y suis allé, le cœur battant si fort que je le sentais dans mes doigts. Ruth m'a accueilli à la porte. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle m'a juste regardé longtemps, puis m'a tendu une enveloppe jaunie. À l'intérieur se trouvait un testament manuscrit. La vraie écriture d'Earl. Tremblante, penchée, indubitable. Témoignée par 2 voisins, daté de 5 ans avant sa mort. Le contenu était simple, tout divisé également entre 4 petits-enfants, Walia, Nolan, Travis et Megan. J'ai levé les yeux vers Ruth. Elle s'est assise lourdement. Gérald est venu chez ton grand-père chaque semaine ces 3 dernières années. Il a dit à Earl que tu ne voulais plus le voir. Il a dit que tu étais passé à autre chose. Mon grand-père n'a pas arrêté de m'appeler. Gérald l'a arrêté. 2 semaines avant Thanksgiving, 22h14. Le nom de Nolan sur mon écran. Je dois te dire quelque chose, a-t-il dit. Sa voix était basse, précipitée, comme un homme qui parle dans une pièce où il n'est pas censé être. Ne demande pas comment je sais. Ok. Il y a 2 mois, je suis allé à la maison pour récupérer ma perceuse dans le garage. Je suis entré par la porte latérale. Maman et papa étaient dans la cuisine. Ils ne m'ont pas entendu entrer. Il a fait une pause. Je l'entendais respirer. Papa disait, je vais vous dire exactement ce qu'il a dit, elle ne peut rien prouver. Le testament est déposé. C'est fait. J'ai agrippé le bord du coussin de mon canapé. Et puis maman a dit, mais si elle prend un avocat? Et papa a dit, alors on fait plus de bruit. On la rend coupable. Personne ne la croira plus que nous. Silence des 2 côtés. Nolan, dis-moi que tu as enregistré ça. J'ai appuyé sur enregistrer dès que je les ai entendus se disputer. J'ai tout. Il m'a envoyé le fichier audio pendant que nous étions encore au téléphone. Je l'ai écouté. La voix de Gérald a rempli mon appartement. Assourdi, minuscule, mais indubitable. Celle de Denise aussi. Chaque mot exactement comme Nolan l'avait décrit. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt, ai-je demandé. Il est resté silencieux longtemps. Puis, parce que j'avais peur, Walia, ce sont aussi mes parents. Je ne savais pas quoi en faire. J'ai compris. Vraiment. La peur ne ressemble pas toujours à des mains tremblantes. Parfois, elle ressemble à 2 mois de silence, portant un enregistrement sur son téléphone comme une grenade qu'on ne sait pas comment jeter. Merci, ai-je dit. Il fallait du courage. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore, mais je n'irai pas à Thanksgiving les mains vides. L'avocat spécialisé en succession s'appelait Arlon Batt. Un petit bureau sur Main Street à Albany, des murs lambrissés, un diplôme de l'Université de Géorgie, et une poignée de main qui voulait dire quelque chose.
J'ai tout posé sur son bureau, le rapport d'expertise de Linda Marsh, le testament manuscrit de Tante Ruth, le dossier de succession du palais de justice, et l'enregistrement audio de Nolan. Il a passé 40 minutes à lire. N'a pas dit un mot avant d'avoir fini. Puis il a levé les yeux. C'est une fraude. Clair comme le jour. Signature falsifiée, dépôt de succession falsifié, détournement des biens de la succession. Vous avez qualité pour contester le testament et déposer une plainte civile. Si le bureau du procureur de district s'en saisit, cela pourrait devenir criminel. Je ne poursuivrai personne. Pas encore. J'ai juste besoin d'être prête. Il a hoché la tête lentement. Prête pour quoi exactement? Mon père prépare quelque chose pour Thanksgiving. Je ne sais pas quoi, mais je le connais. Il ne laissera pas ça se passer tranquillement. Arlon m'a préparé un dossier, un résumé des conclusions de l'expertise, une copie certifiée conforme du testament original, et une impression des virements de compte montrant où les 350 000 $ étaient allés. Il a tout mis dans une grande enveloppe Kraft et l'a scellée. Si jamais vous devez utiliser cela, a-t-il dit, ça parle de soi. J'ai mis l'enveloppe dans mon sac. Ce soir-là, j'ai appelé Tante Ruth. Viendriez-vous à Thanksgiving chez Marlène? Silence. Puis, je ne suis pas allé à un dîner de famille depuis 9 ans. Je sais. Encore une pause. Pour Earl. Je serai là. J'ai raccroché et me suis assise sur le bord de mon lit. L'enveloppe était dans mon sac près de la porte. Si Gérald ne disait rien à Thanksgiving, elle y resterait, scellée, intacte. Mais je connaissais mon père. Le silence n'avait jamais été son style. Ok, je dois faire une pause ici un instant. Cette partie n'est pas dans l'histoire. C'est juste moi qui vous parle, assise dans le bureau de cet avocat, tenant cette enveloppe. J'ai failli reculer, j'ai failli la remettre sur son bureau en disant « Oubliez ça ». Parce qu'une partie de moi, la partie qui a passé 32 ans à être la fille de Gérald Palmer, voulait toujours croire qu'il y avait une explication. Que peut-être je m'étais trompé. Mais voici ma question pour vous, si vous aviez la preuve entre vos mains, l'apporteriez-vous à Thanksgiving ou conserveriez-vous la paix? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Bien. Le matin de Thanksgiving. La maison de tante Marlène se trouvait sur un terrain d'un demi-acre sur Pinewood Drive, un ranch blanc avec des volets noirs et un drapeau américain sur le porche. L'allée était déjà pleine quand je suis arrivé à 13h15. Des camions, des berlines, un monospace avec un siège auto à l'arrière. Quelqu'un avait scotché des dindons papier à la porte d'entrée. À l'intérieur, 3 longues tables étaient poussées ensemble au centre du salon, recouvertes de nappes dépareillées. 32 couverts. L'odeur de la dinde rôtie et de la farce au pain de maïs m'a frappé avant que je ne franchisse le seuil. Je suis entré et la pièce a changé. Pas bruyamment, pas évidemment, mais je l'ai senti. Une demi-seconde de pause dans la conversation. Quelques têtes qui se tournent. Quelqu'un près de la cuisine m'a regardé et a détourné le regard rapidement. Tout le monde ici avait entendu les rumeurs. Tout le monde avait déjà choisi son camp. Tante Marlène m'a serré dans ses bras à la porte. Contente de te voir, ma chérie. Mais ses bras étaient raides, et elle m'a lâché un battement trop tôt. Gérald était assis à la tête de la table centrale, blazer marine, chemise repassée, habillé, ce qui était inhabituel pour Thanksgiving. Denise était à ses côtés dans un pull couleur crème, les mains jointes, les yeux déjà brillants. Il ressemblait à un couple posant pour une photo d'annuaire d'église. Gérald m'a vu et a souri. Pas de chaleur, de satisfaction, le sourire d'un homme qui a déjà répété les 2 prochaines heures. Tante Ruth est arrivée 15 minutes plus tard. Elle est passée par la porte latérale tranquillement et s'est assise à l'autre bout de la table. Personne ne l'a saluée. La plupart des jeunes cousins ne la reconnaissaient même pas. 9 ans, c'est long. Nolan était au milieu de la table, fixant son assiette vide comme si elle contenait les réponses à quelque chose. J'ai posé mon sac sous ma chaise. L'enveloppe pressée contre ma cheville. La dinde était découpée. La prière avait été dite, et Gérald attendit. Nous étions à 20 minutes du repas quand Gérald a tapé son couteau contre son verre d'eau. Le silence s'est fait par couches dans la pièce. D'abord les adultes, puis les adolescents, puis les enfants à la table pliante près de la fenêtre.
quelqu'un a baissé le volume du match de football à la télévision dans le salon. Gérald s'est levé. Il a posé ses deux mains sur la table, s'est légèrement penché en avant, et a regardé autour de la pièce comme un homme sur le point de prononcer un sermon. Avant de faire le tour et de dire ce pourquoi nous sommes reconnaissants, a-t-il commencé, je dois aborder quelque chose qui pèse sur cette famille. Mon pouce est accéléré, mais je n'ai pas bougé. Il a regardé Denise. Elle a essuyé ses yeux avec une serviette, au bon moment. La plupart d'entre vous ont entendu les rumeurs, a poursuivi Gérald. J'aurais aimé ne pas avoir à le faire publiquement. Croyez-moi, Denise et moi avons essayé de gérer cela en privé, mais notre fille ne nous a laissé aucun choix. Il a fait une pause pour les faits. Quelques proches se sont agités sur leur siège. Oncle Danny a posé sa fourchette. Après la mort de mon père, nous avons découvert qu'une somme d'argent significative manquait à ses comptes. Nous avons enquêté. Nous l'avons tracé. Et les preuves désignent une seule personne dans cette pièce. Il s'est tourné vers moi. 32 visages ont suivi son regard. Notre fille Walia est une voleuse. Sa voix n'a pas tremblé. Et nous avons la preuve. La pièce a retenu son souffle. La main de tante Marlène est allée à sa bouche. Ma cousine Mégane me regardait, les yeux écarquillés. Une grand-tante que je connaissais à peine a chuchoté à la femme à côté d'elle, « Oh mon Dieu !» Les pleurs de Denise ont augmenté, parfaitement synchronisés, parfaitement modulés. Gérald se tenait au-dessus de moi comme un juge lors d'une condamnation, et toute la pièce attendait que je m'effondre. Je ne l'ai pas fait. J'ai croisé les mains sur la table et les regardé dans les yeux. Gérald a mis la main dans la poche intérieure de son blazer et en a sorti une enveloppe blanche, nette, d'apparence officielle. Il a marché lentement autour de la table, passant devant oncle Danny, devant mon cousin Travis, devant tante Marlène, jusqu'à ce qu'il se tienne juste à côté de ma chaise. Il a posé l'enveloppe devant moi. C'est une assignation à comparaître, a-t-il dit assez fort pour que chaque personne dans la pièce l'entende. Nous vous poursuivons en justice pour le remboursement de l'argent de notre père. Je l'ai prise. La pièce était si silencieuse que j'entendais les enfants chuchoter à la table pliante. J'ai ouvert le rabat et j'ai sorti le document à l'intérieur. Il avait l'air réel au premier coup d'œil. Un en-tête avec le nom du tribunal du comté, une date, une ligne de défendeur avec mon nom légal complet, une signature en bas de quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler. Mais j'avais passé 4 mois assise face à un avocat. Je savais à quoi ressemblait une vraie assignation. Celle-ci n'avait pas de numéro de dossier, pas de tampon du greffier. La police était fausse, trop propre, trop uniforme. Elle était imprimée sur du papier copie ordinaire, pas du papier timbré. C'était un faux. Gérald avait fait fabriquer ça pour m'effrayer devant 32 témoins. J'ai regardé le document, puis je l'ai posé doucement à côté de mon assiette. Oncle Danny s'est penché en avant. Gérald, si tu as besoin d'un soutien juridique, je connais un bon avocat. La femme d'un cousin secouait la tête. Tante Marlène semblait sur le point de pleurer. Denise continuait à pleurer. De vraies larmes maintenant, mêlées à celles de la performance, impossible à distinguer. Gérald a croisé les bras et a attendu. Il s'attendait à ce que je nie, que je pleure, que je supplie, que je parte en furie. C'était le scénario. C'était la version de moi qu'il avait vendue à tout le monde dans cette pièce. Je l'ai regardé. Avez-vous terminé? Je me suis levé lentement. Sans précipitation. J'ai lissé la serviette sur la table à côté de mon assiette comme si je terminais un repas au restaurant. Toutes les personnes présentes dans la pièce regardaient. Le match de football était maintenant en sourdine. Même les enfants à la table pliante s'étaient tus. Je veux que tout le monde ici se souvienne de quelque chose, ai-je dit. Ma voix était calme. Je ne jouais pas un rôle. J'en étais passé par là. Je n'ai pas commencé ça. Papa l'a fait. Je me suis tourné pour faire face directement à Gérald. Alors, je vais vous poser une question, papa, devant tout le monde, et je veux une réponse claire. Le menton de Gérald s'est levé, défiant, toujours en contrôle, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Papier l'a-t-il écrit ce testament? Bien sûr qu'il l'a fait. Vous êtes sûr? Ses yeux se sont plissés. Me traitez-vous de menteuse devant toute ma famille? Je n'ai pas répondu.
J'ai laissé la question en suspens comme de la fumée. Puis je me suis penché et j'ai tendu la main sous ma chaise. Mes doigts ont trouvé le sac. À l'intérieur, l'enveloppe Kraft, lourde, scellée, 4 mois de préparation. Je l'ai placée sur la table juste à côté de sa fausse assignation. La pièce n'a pas bougé. Gérald a fixé l'enveloppe. Elle était épaisse. Elle était réelle. Et pour la première fois de la soirée, quelque chose a changé derrière ses yeux. Une lueur rapide comme une bougie prise dans un courant d'air. Je l'ai regardé. Drôle, ai-je dit. Moi aussi. Personne n'a parlé. Le sourire de Gérald avait disparu. Pas lentement. Tout d'un coup, comme si quelqu'un avait tendu la main dans son visage et l'avait arraché. J'ai décellé l'enveloppe. Denise a arrêté de pleurer. Étage 32 personnes se sont penchées en avant. J'ai sorti la première page de l'enveloppe et je l'ai levée. Ceci, ai-je dit, est une comparaison côte à côte de la signature sur le testament que papa a déposé en succession et de 17 signatures vérifiées de Papy Earl. Déclaration de revenus, documents bancaires, un titre de véhicule, tous confirmés authentiques. J'ai passé la page à tante Marlène, qui était la plus proche. Elle a mis ses lunettes de lecture. La colonne de gauche montrait la signature du testament de Gérald. Celle de droite montrait la vraie écriture d'Earl. 17 échantillons, tous cohérents. Le E incliné, le P à longue queue, la façon dont sa main tremblait davantage ces dernières années, mais gardait le même rythme. La signature sur le testament de Gérald était raide, droite, soignée. Une copie faite par quelqu'un qui s'efforçait trop. Les lèvres de Marlène se sont entr'ouvertes. Elle a levé les yeux vers Gérald, puis de nouveau vers la page, puis l'a passée à oncle Danny sans un mot. Une experte comptable judiciaire a examiné ces échantillons, ai-je dit. Sa conclusion professionnelle est que la signature sur le testament de succession est falsifiée. C'est un mensonge. La voix de Gérald est sortie plus forte qu'il ne l'avait voulu. Quelques personnes ont tressailli. Tu as payé quelqu'un pour inventer ça. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne demande à personne de me croire, ai-je dit. Je demande de regarder. La page a descendu la table, personne par personne. J'ai vu leur visage changer. Confusion, puis reconnaissance, puis quelque chose de plus dur. Oncle Danny a tenu la page à la lumière et a secoué la tête lentement. Travis l'a fixée longtemps, puis l'a posée et l'a poussée à la personne suivante sans regarder Gérald. Denise n'avait pas touché sa serviette depuis 2 minutes. Elle regardait Gérald, non pas avec chagrin, mais avec peur. J'ai mis la main dans l'enveloppe pour le deuxième document. J'ai sorti une seule page manuscrite, jaunie, froissée, familière d'une manière qui m'a serré la gorge. C'est le vrai testament de Papy Earl, ai-je dit. Écrit de sa propre main, témoigné par 2 voisins, daté de 5 ans avant sa mort. J'ai lu la ligne clé à voix haute. Je laisse tous les biens immobiliers et personnels à être divisés également entre mes 4 petits-enfants, Walia, Nolan, Travis et Megan. Pas Gérald, pas son fils, ses petits-enfants. Gérald a reculé d'un pas. Où as-tu eu ça? Ce n'est pas. Ce n'est pas légitime. Et puis tante Ruth s'est levée. Elle était assise à l'autre bout de la table, si silencieuse que la plupart des gens avaient oublié qu'elle était là. Elle avait 74 ans, petite, aux cheveux argentés, vêtue d'une robe d'église qu'elle n'avait probablement pas portée depuis des années. La pièce s'est tournée. Earl me l'a donnée, a dit Ruth. Sa voix était fine mais claire. Il y a 3 ans, il m'a fait asseoir à ma table de cuisine, m'a tendu cette enveloppe et a dit, garde ça en sécurité, Ruth, parce que je ne fais pas confiance à mon propre fils. Personne n'a respiré. Gérald, Ruth, tu ne sais pas ce que ton. Je n'ai pas fini. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Gérald est allé chez ton grand-père chaque semaine ces 3 dernières années. Il a dit à Earl qu'Walia ne voulait plus le voir. Il lui a dit qu'elle était passée à autre chose. Il a coupé les appels téléphoniques, a renvoyé les lettres. Elle m'a regardé. Earl est mort en pensant que sa petite-fille l'avait oublié. J'ai senti la pièce bouger, non pas vers moi, non pas vers Gérald, mais vers quelque chose auquel aucun d'eux ne s'était préparé. Le silence qui a suivi n'était pas de la confusion.
C'était le son de 32 personnes recalculant tout ce qu'on leur avait dit. Le visage de Gérald était blanc. Sa bouche s'est ouverte. Rien n'est sorti. Denise a murmuré à personne, « Oh, mon Dieu !» J'ai sorti la dernière page de l'enveloppe. Après la clôture de la succession, papa a retiré 350 000 $ des comptes de papy. J'ai tenu la feuille pour que la pièce puisse voir les colonnes. C'est là que chaque dollar est allé. J'ai lu lentement. Aucune émotion, juste des chiffres. 120 000 $. La dette de carte de crédit personnel de papa. 85 000 $. Un prêt en cours sur son camion. 60 000 $. Transféré sur un compte au nom de maman. 45 000 $ payés à un entrepreneur pour des rénovations sur leur maison. 40 000 $ retirés en espèces. Destination inconnue. J'ai posé la page. C'est 350 000 $ qui appartenaient à 4 petits-enfants, pas à un seul fils. Gérald a agrippé le dossier de sa chaise. C'est l'argent de mon père. Il me l'a légalement laissé. Non, papa. J'ai gardé ma voix égale. Il nous l'a laissé à nous. Aux 4 d'entre nous. Vous avez falsifié son testament pour le prendre. La pièce était si silencieuse que j'entendais la pendule sur la cheminée de Marlène. Quelqu'un à l'autre bout de la table, je crois que c'était la femme de Danny, a posé son verre et a reculé sa chaise lentement comme si elle essayait de partir sans faire de bruit. Travis fixait la nappe, la mâchoire serrée. Megan avait la main sur la bouche. Tante Marlène a pris sa serviette, l'a pliée une fois, l'a placée à côté de son assiette et a repoussé sa chaise. Elle ne s'est pas levée. Elle s'est juste séparée. Des centimètres de distance, qui signifiait tout. Oncle Danny, le même homme qui, 5 minutes plus tôt, avait offert un avocat à Gérald, s'est tourné sur sa chaise. Gérald, sa voix était prudente. Est-ce vrai? Gérald l'a regardé, puis Marlène, puis Denise, qui avait complètement cessé de pleurer et regardait la table comme si elle allait s'ouvrir et l'engloutir. Il n'a pas répondu. Les yeux de Gérald ont balayé la pièce, cherchant quelqu'un. N'importe qui encore de son côté, il n'a trouvé personne. Elle vous manipule tous. Sa voix a craqué au deuxième mot. Ce sont des fabrications. Elle a payé des gens pour. Alors explique l'argent, papa. Je n'ai pas crié. Je n'en avais pas besoin. 350 000 $. Où est-il allé? Il a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Rien. C'est alors que Nolan s'est levé. Toutes les têtes de la pièce se sont tournées. Nolan, 28 ans, calme, celui qui ne prenait jamais parti, se tenait au milieu de la table avec son téléphone à la main. Je les ai entendus, a-t-il dit. Sa voix était tendue, comme s'il se retenait avec ses 2 poings. Il y a 2 mois, dans la cuisine. Il ne savait pas que j'étais dans le garage. Il a regardé Gérald, puis Denise. Papa a dit, elle ne peut rien prouver. Le testament est déposé. C'est fait. Gérald, Nolan, ne. Et maman a dit, mais si elle prend un avocat? Et papa a dit, alors on fait plus de bruit. On la rend coupable. Personne ne la croira plus que nous. Nolan a tapoté l'écran de son téléphone et l'a posé sur la table. La voix de Gérald a rempli la pièce, étouffée, enregistrée à travers un mur de garage, mais chaque mot assez clair pour frapper. Elle ne peut rien prouver. Le testament est déposé. C'est fait. Puis la voix de Denise. Mais si elle prend un avocat? Puis Gérald à nouveau. Alors on fait plus de bruit. On la rend coupable. L'enregistrement a pris fin. Le silence qui a suivi a été le plus fort que j'ai jamais entendu. Gérald s'est assis lourdement, comme si les os de ses jambes avaient lâché. Denise a dit à peine au-dessus d'un murmure, « Je t'avais dit que ça arriverait. » Pas de chagrin, pas de honte, de la colère dirigée contre Gérald. Elle avait su. Elle l'avait prévenu. Et maintenant la pièce savait qu'elle avait su aussi. Je veux être honnête avec vous ici. Debout dans cette pièce, regardant le visage de mon père s'effondrer, je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais vide parce que ce n'était pas un drame judiciaire. C'était Thanksgiving. C'était des gens que j'avais aimés toute ma vie.
Mais j'ai appris quelque chose ce jour-là. L'amour ne signifie pas laisser quelqu'un vous démanteler. Et le silence n'est pas la paix. C'est juste une permission. Petite question pour vous. Pensez-vous que Nolan a bien fait d'attendre 2 mois? Ou aurait-il dû me le dire le jour où il l'a entendu? Je suis vraiment curieuse. Laissez votre avis ci-dessous. Bon, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après ce dîner. Personne n'a mangé de dessert. Les gens sont partis par vagues. D'abord le cercle extérieur des parents éloignés, puis les cousins, puis les oncles. La plupart n'ont pas dit au revoir à Gérald. Ils ont juste pris leur manteau et sont sortis. Quelques-uns m'ont serré dans leurs bras sur le porche. Travis m'a serré la main et a dit « On en parlera cette semaine ». Megan m'a trouvé près de l'allée. Si ce testament est réel, et je pense qu'il l'est, nous avons tous été volés, nous 4. Je sais, ai-je dit. Je ne dis à personne quoi faire, mais le rapport d'expertise est autant le vôtre que le mien. Je veux une copie. Je l'enverrai demain. En une semaine, Travis et Megan avaient engagé leur propre avocat. Ils ont déposé une requête auprès du tribunal des successions pour rouvrir la succession d'Earl Palmer, sur la base de preuves de falsification de signature et de l'existence d'un testament antérieur valide. Ce n'est pas moi qui ai déposé la requête. Les cousins ont pris cette décision eux-mêmes. Je leur ai donné les informations. Ils ont agi en conséquence. Il y a une différence et cela compte pour moi. L'avocat a également examiné la fausse assignation de Gérald, celle qu'il avait fait glisser sur la table comme si c'était une grenade dégoupillée, pas de numéro de dossier, pas de tampon d'enregistrement du greffier, non enregistré auprès d'aucun tribunal de l'État de Géorgie. C'était du papier imprimé dans une enveloppe blanche, un accessoire. L'avocat de Travis l'a dit sans embâge, « Votre père a essayé de vous intimider avec un document qui a la valeur juridique d'un menu de restaurant. » Gérald n'avait rien déposé. Il avait mis en scène une performance avec un bout de papier qui ne tiendrait pas 10 secondes devant un juge. Il a essayé de me faire taire en utilisant un faux, mais les vrais papiers, ceux qui tiennent la route, étaient dans mon enveloppe. Arlon Batt a envoyé une lettre certifiée à Gérald Palmer un lundi, 9 jours après Thanksgiving. La lettre était simple. Walia Palmer exige que Gérald Palmer refinance l'hypothèque sur la propriété au 412 Talmadge Road et retire son nom en tant que co-signataire dans les 60 jours calendaires. Le non-respect entraînerait une action en justice civile pour dommages liés à l'utilisation non autorisée de sa co-signature, y compris le retrait de $40 000 d'équité immobilière auquel elle n'avait jamais consenti. Gérald, maintenant confronté à une contestation de succession de 3 petits-enfants, à une exposition criminelle potentielle et à l'évaporation complète de sa réputation dans une ville où tout le monde savait maintenant ce qu'il avait fait, n'a pas résisté. Il a refinancé en 5 semaines. J'ai reçu la notification de la banque un mercredi après-midi. J'étais assise dans la salle de repos de l'hôpital, mangeant une barre de céréales entre 2 patients, quand mon téléphone a vibré. L'email était court. Mon nom avait été retiré de l'hypothèque. Effectif immédiatement. Je suis restée assise là longtemps. Une collègue m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui. Puis je suis sortie jusqu'à ma voiture sur le parking, je me suis assise sur le siège conducteur, le moteur éteint, et j'ai pleuré. Pas de joie. Pas exactement. De la libération de quelque chose que j'avais porté si longtemps que j'avais oublié que c'était lourd. 10 ans de la dette de quelqu'un d'autre attachée à mon nom. 10 ans d'appels téléphoniques au sujet d'un refinancement qui n'a jamais eu lieu. 10 ans à regarder ma cote de crédit chuter parce qu'un homme qui se disait mon père n'a pas pris la peine de payer à temps. Parti en 5 semaines. J'ai consulté mon rapport de crédit sur mon téléphone. Il avait déjà commencé à grimper. 640 puis 680. Le banquier m'a dit qu'il atteindrait 710 en 6 mois. Pas parfait, mais le mien. Tante Ruth m'a appelé une semaine avant Noël. Passe samedi. J'ai quelque chose pour toi. J'ai conduit jusqu'à Americus un matin gris de décembre. La maison de Ruth sentait le café et le cèdre. Elle était assise à la table de la cuisine avec une boîte à chaussures devant elle. Ce sont les tiens, a-t-elle dit. Earl voulait que tu les aies. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des lettres, 11 d'entre elles. Écrites par mon grand-père au cours des 3 dernières années de sa vie. Il me les avait écrites, une tous les quelques mois, et les avait envoyées à Ruth parce qu'il savait que Gérald interceptait tout ce qui allait à mon adresse ou à mon téléphone.
J'ai ouvert la première. L'écriture était tremblante. Le papier froissé. Daté de 3 ans avant sa mort. Hopi, ton papa m'a dit que tu ne voulais plus me voir. Je n'y crois pas. Mais si c'est vrai, je veux que tu saches que je ne suis pas en colère. Tu me manques juste. J'ai ouvert la dernière. Écrite 2 mois avant sa mort. Je vous laisse la maison et les économies, les enfants. Tous les 4. Si votre père fait quelque chose de différent, trouvez Ruth. Elle a le vrai. Je t'aime, Ophi. Je t'ai toujours aimé. J'ai posé la lettre sur la table de cuisine de Ruth et j'ai appuyé mes paumes à plat contre le bois. Le grain était froid sous mes doigts. Je me suis concentré sur ça, le froid, la texture, parce que si je ne manquerais pas à quelque chose de physique, j'allais me dissoudre. Il n'a jamais cessé de m'écrire. Pendant 3 ans, il a écrit des lettres qu'il savait que je ne recevrais jamais. Et il en a envoyé des copies à la seule personne en qui il avait confiance pour détenir la vérité. Ruth m'a versé une tasse de café. Aucune de nous n'a parlé pendant un moment. Il ne m'a pas laissé d'argent. Il m'a laissé la preuve qu'il n'avait jamais abandonné. Dans une petite ville, pas besoin de conférences de presse. Juste un dîner de Thanksgiving suffit. Dès la première semaine de décembre, toutes les familles de notre cercle et la plupart des membres de la congrégation de la First Baptist savaient ce que Gérald et Denise avaient fait. Non pas parce que je leur avais dit. Je n'avais pas eu à le faire. 32 personnes étaient assises dans cette pièce. Au moins la moitié d'entre elles sont rentrées chez elles et l'ont raconté à quelqu'un. Ces personnes l'ont raconté à d'autres. C'est comme ça que ça marche à Dawson. Gérald et Denise ont cessé d'être invités à des événements. Pas de fête de Noël chez les Gentry. Pas de potluck du Nouvel An à la salle de l'église. Tante Marlène, la propre sœur de Denise, l'a appelé 3 jours après Thanksgiving et a dit « Je ne sais pas exactement ce que vous deux avez fait, mais ne m'appelle pas pendant un moment. J'ai besoin de temps. » Denise a essayé de publier une mise à jour familiale sur Facebook, quelque chose sur de fausses accusations et un malentendu familial exagéré. En 1 heure, Travis a commenté avec un lien vers le dépôt public de la succession. Denise a supprimé le message à l'heure du dîner. À l'église, Gérald a serré la main du pasteur après le service comme il le faisait toujours, mais les gens qui avaient l'habitude de s'attarder et de discuter sont partis rapidement. Personne n'était impoli. Personne ne l'a confronté. Ils ont juste raccourci les choses. Moins de mots, moins de contacts visuels, l'arithmétique invisible d'une petite ville ajustant son registre. Madame Gentry, la femme qui m'avait tourné le dos des mois auparavant dans le hall de la fraternité, m'a trouvé sur le parking du supermarché un samedi. Elle m'a touché le bras et a dit « Je vous dois des excuses, ma chérie. » J'ai cru la mauvaise personne. Je lui ai dit que je comprenais, parce que c'était le cas. Personne n'a banni Gérald et Denise. Personne n'a eu à le faire. Dans une petite ville, le silence est la phrase la plus forte. Le tribunal des successions a accepté la requête de réouverture de la succession d'Earl Palmer en janvier. Cela a été plus rapide que prévu. La juge a examiné l'analyse graphologique forensique, le testament manuscrit original avec 2 témoins vivants, et les relevés financiers montrant les $350 000 de décaissement. Elle a nommé un expert en écriture indépendant pour évaluer les signatures. La conclusion de l'expert correspondait à celle de Linda Marsh. La signature sur le testament déposé n'était pas celle d'Earl Palmer. Avec la réouverture du dossier de succession, Gérald faisait maintenant face à 2 voies de conséquence. La première était civile. Le tribunal ordonnerait la redistribution des biens de la succession conformément au testament original. 4 petits-enfants, parts égales. La seconde était criminelle. Falsifier un testament en Géorgie est un crime, une fraude successorale. Le bureau du procureur de district a ouvert une enquête préliminaire. Pas encore d'accusation. Ces choses prennent du temps, mais le dossier était ouvert et les preuves étaient claires. L'avocat de Gérald lui a conseillé de négocier. Gérald n'avait plus beaucoup de levier. La maison sur la propriété d'Earl, celle qu'il avait si désespérément voulu garder, a dû être mise en vente. Le produit de la vente, combiné à ce qui restait sur les comptes, serait redistribué. Après les frais juridiques, chaque petit enfant a reçu environ $82 000. Pas une fortune qui change la vie, mais pas rien non plus.
Travis a utilisé sa part pour rembourser son camion. Megan a mis la sienne dans le fonds universitaire de sa fille. Nolan n'avait pas encore décidé. J'ai gardé la mienne sur un compte d'épargne et ne l'ai pas touchée pendant 2 mois. Je voulais m'assurer qu'elle me paraissait propre avant de dépenser $1, que ce n'était pas de l'argent de colère ou de vengeance, juste ce que grand-père Earl avait voulu, une part de ce qu'il avait construit, transmise aux personnes qu'il aimait. Gerald a dépensé $350 000 pour essayer de vivre une vie qu'il ne pouvait pas se permettre. Cela lui a coûté tout ce qu'il lui restait. Nolan m'a appelé la semaine après Thanksgiving. C'était la première fois depuis des années qu'il appelait sans que ce soit à propos de nos parents. « Je suis désolé de ne pas t'avoir dit plus tôt », a-t-il dit. « Tu me l'as dit quand ça comptait. C'est suffisant. » Nous avons commencé à nous rencontrer tous les dimanches matins dans un restaurant sur la route 19, un petit endroit appelé Millies avec des banquettes en vinyle craquelé et du café à volonté. Nous restions 1 heure, parfois 2. Nous parlions du travail, du temps, de rien. Et lentement, très lentement, nous parlions de tout le reste. Nolan m'a dit que Gerald avait essayé de le faire co-signer pour un prêt personnel 2 ans auparavant. Il avait refusé. Gerald avait cessé de lui parler pendant 4 mois après. Il l'avait juste ignoré. Pas d'appel, pas de visite, aucune reconnaissance lors des événements familiaux. Je pensais avoir fait quelque chose de mal, a dit Nolan, en remuant son café. Il m'a fallu un certain temps pour réaliser que c'était une punition. Je lui ai parlé des lettres, de Papy Earl qui m'écrivait pendant 3 ans par l'intermédiaire de Tante Ruth, de la façon dont Gerald avait dit à Earl que je ne voulais plus le voir. Nolan fixait la table. Il nous a montés l'un contre l'autre, a-t-il dit. Toute notre vie. Je sais. Il nous a tenus séparés pour qu'aucun de nous ne compare nos notes. Je le sais aussi. Nous sommes restés assis là longtemps, sans parler, juste assis dans la même banquette, buvant le même café. C'était le silence le plus confortable que j'ai eu avec une autre personne depuis des années. Nous n'avons pas perdu nos parents à Thanksgiving. Nous les avions perdus bien avant. Nous n'avions juste pas encore les mots pour le dire. Ce que nous avons trouvé, assis l'un en face de l'autre dans un restaurant le dimanche matin, c'était quelque chose que nous n'avions pas eu depuis que nous étions enfants, l'un l'autre. 2 mois après Thanksgiving, mon téléphone a sonné à 8 heures du matin. Le numéro de ma mère. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose dans l'heure. Denise n'appelait jamais avant 10 heures. M'a fait décrocher. Je sais que tu ne nous pardonneras pas. Sa voix était plate. Pas de larmes, pas de performance. Pour la première fois de ma vie, ma mère avait l'air de parler sans script. Je veux juste que tu saches que je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je me suis appuyé contre le comptoir de ma cuisine. Mais vous l'avez laissé faire, maman, à chaque étape. Je sais. Vous avez appelé 8 proches et leur avez dit que j'étais une voleuse. Vous êtes restée assise à côté de papa pendant qu'il agitait une fausse assignation devant notre famille. Vous l'avez aidé à me couper de mon propre grand-père. Un silence assez long pour que je vérifie si l'appel avait été coupé. Puis doucement, j'avais peur de perdre la maison. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais c'était ça. Je l'ai cru, non pas parce que ça excusait quoi que ce soit. Ça ne l'excusait pas, mais parce que j'avais déjà vu cette peur. Denise Palmer avait passé 35 ans mariée à un homme qui faisait de chaque crise un précipice. Elle avait peur. Elle avait tort. Les 2 choses étaient vraies. J'ai besoin d'espace, maman. J'ai dit, beaucoup. Ne m'appelle pas pendant un moment. Elle a dit, d'accord. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas pleuré. Gerald n'a jamais appelé. Pas une seule fois. Pas de SMS, pas de lettre, pas de message par un proche. Pour la première fois en 61 ans, Gerald Palmer n'avait rien à dire à personne. Je ne sais pas si son silence était de la culpabilité ou de la honte, ou simplement l'absence d'un plan. J'ai longtemps réfléchi. Puis j'ai arrêté. Je n'ai pas claqué la porte. J'ai juste cessé de la tenir ouverte. 4 mois après Thanksgiving, j'ai acheté une maison. Rien de fantaisiste. Une petite maison de 2 chambres sur M Street, à un demi-mile de l'hôpital. Revêtement blanc, porte verte, un porche juste assez large pour 2 chaises, 900 pieds carrés, construite en 1978. J'ai mis l'argent de la succession de Papy Earl,
82 000 $, et j'ai obtenu le reste sur mon propre crédit. Ma cote était montée à 7 cents 9 à ce moment-là. L'agent de crédit m'a serré la main et a dit « Félicitations, mademoiselle Palmer. Pas de co-signataire, pas de deuxième nom sur les papiers, juste le mien. » La première nuit, je me suis assise sur le sol du salon avec une boîte à pizza et un verre de thé sucré et j'ai regardé les murs nus. Pas encore de meubles, pas de rideaux, juste un tapis propre et le bourdonnement d'un réfrigérateur que j'avais acheté sur Craigslist. J'ai accroché une seule chose cette nuit-là, une photo encadrée de Papy Earl debout au lac Blackshear avec une canne à pêche dans une main et un sourire si large que l'on pouvait compter toutes ses dents restantes. Je l'ai posée sur un clou au-dessus de la cheminée et j'ai reculé. « Pas mal, papy », ai-je dit à la pièce vide. Le lendemain matin, je suis allé travailler à l'hôpital. Le même car, les mêmes blouses, le même parking où j'étais autrefois assise, calculant combien de temps il faudrait avant que la dette de mon père ne m'écrase. Le calcul était différent maintenant. Le loyer était une hypothèque, ma propre hypothèque, et les chiffres fonctionnaient. Ils fonctionnaient enfin. Je rendais visite à tante Ruth tous les samedis. Elle faisait du café. J'apportais du 4/4 de la boulangerie de Main Street. Nous parlions d'Earl, le vrai Earl, pas la version de Gérald. Elle me montrait des photos que je n'avais jamais vues. Earl a 20 ans en uniforme, Earl a 50 ans, construisant la maison que Gérald volerait plus tard. La maison est petite, 900 pieds carrés. Mais chaque centimètre carré est à moi. Je ne vous raconte pas cette histoire parce que je pense être courageuse. Je la raconte parce que pendant 10 ans, j'ai cru que l'endurance était la même chose que l'amour. Je pensais que dire oui à tout ce que mes parents demandaient, même quand ça faisait mal, même quand ça me coûtait, était ce qu'une bonne fille faisait. J'avais tort. Une limite n'est pas un mur. C'est une porte. Vous choisissez qui la franchit, et vous choisissez quand elle se ferme. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de l'architecture. Si vous êtes dans une situation comme la mienne, si quelqu'un dans votre famille utilise l'amour comme monnaie, échange l'affection contre la conformité, vous culpabilisant de vous protéger, je dois vous le dire. Dire non ne vous rend pas ingrate. Cela ne vous rend pas froide ou égoïste ou quel que soit le mot qu'ils utilisent quand ils perdent le contrôle. Cela fait de vous quelqu'un qui a décidé que sa propre vie importait. Et si vous avez des grands-parents qui sont encore là, appelez-les. Pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Ne laissez personne d'autre contrôler cette relation. Ne laissez personne d'autre décider ce que votre grand-parent sait de vous ou ce que vous savez d'eux. J'ai perdu 3 ans avec un homme qui m'aimait parce que mon père a décidé que je ne méritais pas de le savoir. Je ne peux pas récupérer ces années. Aucune somme d'argent ne répare cela. Est-ce que j'aime toujours mes parents? Oui. Je le porte comme on porte une cicatrice. Ça fait partie de vous. Ça vous façonne. Mais vous ne le laissez pas dicter où vous marchez. Je m'aime juste plus maintenant. Et ce n'est pas un péché. Ce n'est pas une trahison. C'est le strict minimum qu'il m'a fallu 32 ans pour apprendre. Je n'ai pas gagné une guerre. J'ai juste cessé d'en être une victime. Voici où en sont les choses aujourd'hui. L'affaire de succession est toujours en cours devant le tribunal. Gérald n'a pas été inculpé pénalement. Le procureur examine les preuves, et ces choses avancent lentement en Géorgie rurale. Je ne fais pas pression pour ça. Si ça arrive, ça arrive. J'ai remis ce que j'avais et le système fera ce qu'il fait. Gérald et Denise vivent toujours dans la maison de Talmadge Road. Ils l'ont refinancée. Mon nom est parti, mais la maison semble plus petite maintenant, j'imagine. Moins de gens passent, moins d'appels à répondre. Le monde qu'ils ont construit avec de l'argent emprunté et de la confiance empruntée s'est contracté à la taille d'une table de cuisine pour 2. Nolan est venu le week-end dernier m'aider à peindre le salon. Il a apporté une pizza au pepperoni et 2 bidons d'après. Nous avons mis plus de peinture sur nous-mêmes que sur les murs, mais nous l'avons fait. Nous nous sommes assis sur la bâche après, mangeant de la pizza froide et ne parlant pas de nos parents. Nous n'avons plus besoin de le faire. Tante Ruth m'a envoyé quelque chose la semaine dernière, une photo que je n'avais jamais vue. Earl me tenant quand j'avais 3 ans, à ce qui ressemble à un pique-nique du 4 juillet. Il rit. Je tiens un cierge magique à 2 mains. Au dos, de son écriture, Ophi, papy est fier de toi.
Je l'ai scotché au réfrigérateur juste à côté de ma licence d'infirmière. Mon père a essayé de réécrire l'histoire de mon grand-père. Il a falsifié une signature, volé un héritage et réduit au silence les dernières volontés d'un homme mourant. Il a failli réécrire la mienne aussi. Mais la vérité, comme une vraie signature, ne peut être falsifiée. Pas quand les bonnes personnes gardent l'original en sécurité. C'est mon histoire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Cela signifie plus que vous ne le savez. Si cela vous a touché de près, si vous avez déjà eu à choisir entre maintenir la paix et conserver votre dignité, j'aimerais vous entendre. Qu'auriez-vous fait à cette table de Thanksgiving? Qu'auriez-vous dit? Laissez un commentaire. Et si vous voulez une autre histoire comme celle-ci, il y en a une dans la description qui, je pense, restera avec vous tout aussi longtemps. Aimez, abonnez-vous, et je vous verrai dans la prochaine.